Bonjour et bienvenue sur la première après-midi à l'Observatoire du DevQuest. Donc aujourd'hui, on va accueillir Dimitri qui est en quête du lead, voilà, qui nous vient de Nantes et qui est développeur. Donc je vous laisse. Non, développeur, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok, donc je vous laisse avec Dimitri. Ok, on m'entend bien? Oui. Merci de vous être déplacés juste après la pause déj. Vous êtes des personnes très courageuses. Pour rester dans le thème du DevQuest, moi je viens vous présenter ma quête du lead. Et avant toute chose, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Dimitri, je suis développeur depuis un peu plus de 10 ans. Et je travaille actuellement dans une startup qui s'appelle Sereno et qui met sur le marché des produits d'assurance paramétrique. Alors ma quête du lead, elle a commencé en 2020. Je signais les papiers de fin de contrat avec ma deuxième boîte et je me suis rendu compte que les RH avaient rajouté cette mention sur mes papiers qui était senior. Je pense qu'à l'époque, je ne savais même pas ce que ça voulait dire d'être senior. Mais bon, apparemment, je l'étais devenu. Par la suite, les 2 ans qui ont suivi, j'ai été accompagné pour gagner ma légitimité en tant que senior. J'estime qu'à partir de là, je suis réellement devenu senior. Du moins, je le croyais. Parce que la boîte suivante m'a dit « Dimitri, t'es pas senior, t'es dev confirmé ». Ce qui m'a un peu brouillé les pistes de ce que je pensais déjà acquis dans mon expérience. Surtout que toutes mes boîtes suivantes, je suis redevenu senior. Alors aujourd'hui, je cherche un nouveau tournant à ma carrière, je me demande qu'est-ce que je souhaite faire. Ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est accompagner des équipes dans leur prise d'autonomie. Mais ça, je crois que c'est le rôle d'un lead dev. Mais du coup, maintenant, j'ai quelques doutes. En plus de ça, je vais accompagner des CTO dans la mise en place d'infra et d'archi. Ça, je crois que c'est lead tech. Mais je suis de plus en plus paumé. En plus, je suis dans le genre de boîte qui a tendance à fusionner ces deux rôles. C'est pour ça que dans ce talk, moi, je vais vous parler du rôle de lead pour englober les deux. Et donc, dans ma quête du lead, j'ai plein de questions que je me pose. Je ne sais pas vers où je vais, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'être lead. Et je me suis souvenu que j'ai quand même plus de 10 ans d'expérience et des CTO, des engineering managers, des leads, j'en ai croisé un paquet. Et je me suis dit, je vais retrouver ces personnes et je vais leur poser toutes les questions que j'ai à leur poser. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que de ces interviews, je n'ai pas seulement récolté des réponses, j'ai réussi à en extraire 10 leviers que je vais vous présenter aujourd'hui, qui sont finalement le fruit de décennies d'expériences cumulées. Ces 10 leviers, les voilà, on va les voir les uns après les autres durant ce talk. Et avant de commencer, à la question effectivement à qui s'adressent ces leviers s'adressent certainement à vous. Si parmi vous, il y a des gens comme moi qui sont devs et qui veulent devenir lead, ou si vous êtes déjà lead. Ces leviers s'adressent aussi aux personnes parmi nous qui ne veulent pas devenir lead, qui sont devs, et peut-être que ces leviers-là vont résonner en vous, peut-être même que, sans le savoir, vous les mettez déjà à profit dans votre quotidien. Et pour finir, surtout le dernier levier, ils vont s'adresser à vous si vous n'êtes pas dev et que vous encadrez des devs, voire mieux si vous encadrez des leads. Alors on va passer directement dans le vif du sujet avec le premier levier que j'ai appelé la légitimité par l'action. Parce que ce n'est pas sous prétexte que vous avez la fiche de poste de lead que votre équipe va vous suivre, elle va nous suivre aveuglément. Pour qu'elle nous suive, il va falloir qu'on prouve notre valeur. Et il y a différents leviers pour pouvoir prouver notre valeur auprès de notre équipe. C'est cette phrase que vous avez sûrement déjà entendue, show, don't tell. L'idée de gagner sa légitimité à travers vos faits d'armes et à travers une présence active. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Les faits d'armes, par exemple, vous pouvez faire des rex. Vous avez une expérience passée, vous pouvez faire des rex auprès de votre équipe pour partager votre expérience et les apprentissages que vous en avez tirés. Vous pouvez prouver votre légitimité aussi avec vos faits d'armes en étant présent et présente. Par exemple, quand la prod est part en cacahuète. Avec une petite nuance qui est que si c'est toujours nous, en tant que lead, qui réparons la prod, on va déresponsabiliser l'équipe de dev. Si c'est toujours nous qui acceptons et prenons en charge des features qui ont été rentrées au chausse-pied dans un sprint déjà rempli, c'est le décisionnel qu'on va déresponsabiliser. Donc toujours avec des nuances. Et on m'a donné un conseil aussi un jour, s'il y a un sujet très tech qui rentre dans votre équipe, vous pouvez-vous proposer un POC, le mettre entre les mains de l'équipe, et après laisser l'équipe se l'approprier pour l'emmener jusqu'à la prod. Et une présence active, là rien de nouveau, on m'a conseillé privilégier le pair programming, le mob programming, les code review. Deuxième levier, les décisions partagées. L'idée en fait, c'est qu'en tant que lead, on va plutôt
animer les réflexions autour des problématiques rencontrées plutôt qu'imposer nos propres solutions. Et ça, c'est quelque chose qu'on va devoir faire au sein des équipes, mais aussi à l'extérieur. Alors, au sein des équipes, on m'a conseillé de faire vivre la documentation, d'être là pour animer la réflexion autour de la documentation, pour partager les standards. Par exemple, on peut utiliser les ADR pour ça. L'idée, en fait, effectivement, c'est de se réunir pour discuter en équipe des problématiques rencontrées et converger vers une solution. Pour ce qui est de à l'extérieur de l'équipe, on va donner un conseil que j'aime beaucoup, c'est s'appuyer sur des métriques qui nous permettront à terme de justifier le besoin en instant T, de mettre en pause un peu la prod pour pouvoir stabiliser l'existant, réparer les bugs, etc. Parce que les métriques, c'est des chiffres, c'est mesurable et c'est compréhensible par le décisionnel. Alors par exemple, il y a des outils qui permettent de calculer la complexité cyclomatique du code. On peut aussi essayer de mesurer le ratio bug-feature qu'il y a dans un sprint. Moi, au sein de mon entreprise, je suis en train de mettre en place les Dora Metrics. Alors les Dora Metrics, c'est très fort, hein, ça permet effectivement de mesurer l'efficacité de notre CI et notre CD, mais au-delà de ça, ça permet aussi de faire ressortir des problèmes plus structurels à améliorer. Par exemple, l'un de ces métriques, c'est le time to deliver, qui nous permet de calculer le temps entre le début d'une tâche et sa mise en production. Typiquement, si ce temps est toujours trop long, en suivant nos propres barèmes, c'est peut-être qu'il y a un problème. Par exemple, les code reviews arrivent trop lentement, sont beaucoup trop longs à se mettre en place. Il y a une possibilité, par exemple, de proposer aux décisionnels de passer sur du pair prog pour gagner du temps. Ce genre de choses, tout ça, ce sont effectivement des métriques à mettre entre les mains du décisionnel et pourquoi pas faire du avant-après. L'intérêt des métriques aussi, c'est de prouver l'efficacité de ce qu'on a mis en place. Le troisième levier, c'est l'équipe autonome. Donc on a beaucoup dit qu'en tant que lead, notre réussite, elle ne passe pas que par le code, elle passe aussi par notre capacité à faire en sorte que l'équipe puisse se passer de nous. L'idée d'éviter les comportements de super-héros, de super-héroïnes, éviter le gatekeeping, tous ces comportements qui vont créer une dépendance toxique entre l'équipe et nous. Donc on va conseiller, et souvent les différents leviers se répondent assez bien entre eux, on a dit ce sont avant tout les problèmes rencontrés par l'équipe qu'il faut attaquer et pas les nôtres. Et identifier au sein de l'équipe des éléments déjà en place, des collègues déjà en place qui pourront porter ces sujets et être nos ambassadeurs ou ambassadrices. Moi, à titre personnel, toutes les tâches solo que j'attaque, pour éviter effectivement de me rendre indispensable, toutes les tâches solo, je vais les documenter à travers des workflows. Donc je vais pouvoir comme ça détailler tout ce que j'ai fait. Et le reste du temps, je suis en pair ou je suis en mob. Le quatrième levier, je l'ai appelé Legolas. Donc l'idée, c'est qu'en tant que lead, on est avant tout au service de l'équipe. Alors ce qu'on m'a conseillé, tout simplement, c'est de ne jamais présenter seul les travaux de l'équipe, de laisser l'équipe s'approprier les lauriers. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est quand un sprint se passe bien, c'est leur réussite avant tout. Et il y a des tas de moments dans le cycle de vie d'un produit où l'équipe peut briller. Donc il y a les démos clients, démos produits, il y a faire les rétros, hein, qui sont souvent dans les rituels agiles. L'onboarding des nouveaux et des nouvelles aussi à travers le code, parce que le code, les owners, c'est votre équipe, c'est notre équipe de dev. Pouvoir présenter aussi les conclusions d'un POC, d'un SPAC sur lequel une telle ou un tel aura travaillé, faire des retours d'expérience si on a changé d'outil, etc. Le cinquième levier, c'est la vision globale. Je vous fais un petit suspense. La vision globale, c'est de se dire qu'on gravite dans une boîte. Et dans une boîte, c'est quoi? C'est un écosystème où il y a énormément d'interactions humaines. On m'a beaucoup dit durant les interviews, il faut sortir du GS Land. On m'a même parlé de politique opérationnelle. Donc l'idée, c'est qu'en tant que lead, on va participer à énormément de points avec l'ensemble des pôles de l'organisation. Donc il va falloir identifier deux profils de personnes durant ces différents meetings. D'abord, identifier les différents rapports de force qui existent au sein de cet écosystème, qui est capable de clore des débats, de les relancer, qui a le pouvoir d'imposer des outils, de redéfinir les priorités. On va me donner ce conseil-là, c'est de checker dans les mails importants qui est toujours en copie carbone. Et il faut aussi pouvoir identifier nos futurs interlocuteurs et interlocutrices privilégiés, les personnes auprès de qui on pourra se référer si on rencontre des obstacles ou si quelqu'un de notre équipe rencontre des obstacles. Donc, qui sont les personnes qui ont des droits spécifiques et qui ont la volonté d'aider. Moi, je pense assez naturellement aux infra et aux ops. Il faut pouvoir connaître effectivement les personnes en charge des projets,
en charge de la roadmap, qui ont la capacité d'arbitrer. Dès que quelqu'un a réussi à dépasser un obstacle, lui demander qui t'a aidé pour ce souci. Et notez tout ça. Si jamais vous avez un collaborateur et une collaboratrice qui est bloqué, vous pourrez lui dire, va voir telle personne. Et vous-même, si vous avez des projets pour votre équipe, etc., si vous avez un blocage, vous saurez auprès de qui vous vous rapprochez. Le sixième levier, c'est la communication humaine. J'aime bien cette citation. On n'accompagne pas un conflit humain comme on gère un conflit Git. L'idée, c'est qu'il y a énormément d'outils qui sont à votre disposition pour pouvoir gérer des situations de conflit. La plupart des outils dont je vais vous parler très brièvement là, ils ne sont pas démontrés scientifiquement. Ils vous permettent d'acquérir une grille de lecture spécifique sur des situations que vous n'avez peut-être pas l'habitude de rencontrer en général. Par exemple, le triangle de Karpman, face à des tensions, vous permet d'identifier les différents rôles que prennent les acteurs et actrices de cette tension, et vos propres rôles aussi, et de sortir d'un cercle vicieux contre-productif. La communication non violente vous permet ensuite de baser vos échanges sur des faits et des besoins, et de sortir de cette situation de conflit peu à peu. Et enfin, par exemple, l'analyse transactionnelle vous permet de vous questionner sur votre propre rapport en tant que lead vis-à-vis des équipes. Et même si actuellement, on ne va pas forcément pouvoir identifier des situations de tension au sein de notre organisation, c'est toujours bon de pouvoir échanger avec ses collaborateurs et ses collaboratrices sur ces différents outils, serait-ce que pour s'accompagner dans une forme d'introspection. Et pourquoi pas découvrir de nouveaux outils. Le septième levier, c'est la diplomatie organisationnelle. Parce qu'en tant que lead, on va interagir dans 3 contextes très différents où tous les individus vont compter sur nous d'une façon ou d'une autre. Le premier contexte, c'est celui des devs, c'est celui qu'on connaît au quotidien. Il y a le contexte des leads, suivant la taille de votre organisation, qui va être effectivement cette espèce d'équipe tacite que vous formez avec les autres leads. Et puis, il y a le contexte du décisionnel. Alors, je parle du décisionnel depuis tout à l'heure, j'entends les C-level, le business, le produit, etc. Donc, l'idée, en fait, c'est d'apprendre à mettre nos efforts dans le bon contexte au bon moment et d'apprendre à switcher. C'est-à-dire que notre contexte privilégié, ça va être celui des devs, typiquement lorsque la prod part en cacahuète. On va plutôt mettre nos efforts dans le contexte des leads, par exemple, quand il s'agit de réorganiser le pôle IT, d'intégrer des nouvelles pratiques ou des nouveaux outils qui vont toucher l'ensemble des équipes. Et notre contexte privilégié va être celui du décisionnel, typiquement quand le business va mal ou quand un nouveau gros client rentre dans le pipe. Le 8e levier, c'est feedback et accompagnement. Donc, l'idée qu'on m'a beaucoup dit durant les interviews, c'est qu'en tant que lead, on a aussi cette casquette managériale. Donc, on pilote les trajectoires de vie. J'ai mis professionnel entre parenthèses parce que sous prétexte qu'on allume son ordinateur le matin, nos problèmes perso ne s'évanouissent pas. Donc on m'a conseillé, pour ce qui est de l'accompagnement, d'instaurer des one-one réguliers, de créer une safe place pour nos collaborateurs et collaboratrices pour pouvoir libérer leurs paroles, les accompagner individuellement et pouvoir prendre connaissance de leurs aspirations pour les faire matcher avec nos projets. Et quand je parle de nos projets, je parle aussi bien d'un projet en tant que lead qu'on pourrait avoir pour notre équipe, mais aussi des projets qui arrivent de décisionnels. Parce qu'en tant que lead, on est porte-parole d'eux aussi, de leur projet. Et il faut pouvoir l'amener jusqu'à notre équipe. Et pour ce qui est des feedbacks, effectivement, on m'a dit de ritualiser les feedbacks. Donc en fait, l'idée, c'est peu à peu d'apprendre à chaque personne de l'équipe à valoriser son travail et à chercher ses propres axes d'amélioration. Et de la même manière, c'est aiguiser leur sens critique pour pouvoir faire en sorte que nos collaborateurs et collaboratrices fassent ce travail-là auprès de leurs collègues. Le 9e levier, c'est mentorat et émulsion. Peut-être que dans notre équipe, il y a de futurs leads, en tout cas des personnes qui veulent prendre des responsabilités. Et ça tombe bien parce qu'en tant que lead, on a une certaine charge mentale, parce qu'on est là, on suit tous les projets, on suit toutes les features, etc. Et le conseil qu'on m'a donné, c'est au sein de l'équipe, comme il y a plusieurs sujets techniques et fonctionnels qui sont en cours et qui vont nécessiter des points avec le PO, des points avec les users, des points avec le métier, etc., c'est de créer des rôles de référents et de référentes sur certains sujets internes à l'équipe et de la même manière, amener notre équipe à prendre du recul, prendre de la hauteur sur leurs tâches du quotidien. Suivant la taille de votre organisation, vous pourriez créer des rôles de référents et de référentes sur des sujets transverses, tels que l'accessibilité, le design system, l'architecture logicielle, la stratégie de test, etc.
Parce qu'on m'a dit ça une fois ou deux durant les interviews, mais peut-être dans des plus petites structures, pas forcément dans des grands groupes, mais lorsqu'il est temps au sein de l'équipe de désigner un ou une future lead, souvent les personnes qui vont être désignées naturellement par leur pairs sont des personnes qui ont déjà pris naturellement à bras-le-corps ce genre de responsabilité. Le dernier levier, c'est la communauté de pratique. Donc je parlais de la charge mentale du rôle de lead, et c'était ce levier dont je disais tout à l'heure qui pouvait aussi intéresser les non-devs et les personnes encadrantes. C'est que finalement, le conseil, c'est de pouvoir créer une safe place pour les leads. Par exemple, ritualiser mensuellement un temps où le club des leads se réunit pour pouvoir partager leurs expériences, partager leurs échecs, trouver du soutien auprès de leurs pairs et pouvoir s'améliorer et se sentir moins seul dans cette charge-là. Alors, en conclusion, on vient de survoler ces 10 leviers et j'espère de tout cœur qu'ils vous aideront dans votre quête du lead autant qu'ils m'aident dans la mienne. Et pour finir, c'est à mon tour de vous donner 2 conseils. Le premier, je vous encourage vivement, si vous êtes aussi paumé que moi, de mener vos propres interviews. Est-ce que dans votre expérience, vous connaissez forcément ou avez connu des CTO, des engineering managers, des leads, etc. Donc allez voir ces personnes qui seront forcément de très bons conseils pour vous. Et ça sera aussi une corde de plus à votre arc dans votre propre quête du lead. Et n'oublions pas un truc important, c'est que n'attendons pas d'avoir la fiche de poste du lead pour prendre le lead. C'est-à-dire que si vous avez vu parmi ces conseils des choses qui résonnent chez vous, si vous en avez entendu d'autres, même si vous ne voulez pas spécialement devenir lead, si vous pensez que ça peut avoir un impact dans votre équipe, n'hésitez pas à en parler et le mettre en place. Alors, moi, dans tout ça, moi, peut-être que d'ici, disons 2028, je vais passer de ça à ça. En tout cas, je me le souhaite. Et si d'ici là, j'ai l'occasion de remonter sur scène pour vous faire un petit rex de mon expérience, je le ferai avec plaisir et on pourra se revoir, pourquoi pas, dans 2 ans. Ce QR code vous permet de revenir sur ma fiche de DevQuest, en bas de laquelle il y a l'Open Feedback, qui vous permettront de faire des retours qui me permettront d'améliorer ce talk. Pour de l'asynchrone, il y a mon adresse mail et mes identifiants LinkedIn. Et puis après, si vous voulez parler après le talk et poser des questions, si vous n'en avez pas tout de suite, il n'y a pas de souci. En tout cas, là, il nous reste du temps pour des questions. On a le temps largement. Largement. Largement, il ne faut pas exagérer, mais on a le temps de questions. Merci. Ok, merci Dimitri. Donc oui, des questions. Est-ce que... Alors, levez bien la main pour que mon collègue puisse bien vous voir. Non? Alors moi, j'en ai une. Tu parles pas de délégation. C'est-à-dire le pire lead que j'ai eu, c'était un mec qui était hyper compétent techniquement, c'était un ancien dev, hein, ouais. et en fait, il ne savait pas déléguer les tâches. Ouais. Voilà, peut-être un 11e levier. J'en ai parlé un peu, effectivement, dans ce qui est de référent, mais toi, tu penses plus au quotidien, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais, effectivement, c'est vrai. J'aurais dû t'interviewer, tu vois. Ok, d'autres questions? Bon, merci Dimitri. Merci à vous. À bientôt.